Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur le studio Sogolon Kedju. Nous sommes sur le plateau de l'émission Kalan, votre émission de débat et d'information sur l'éducation éducative et l'éducation dans la société. L'éducation malienne d'aujourd'hui ne fait pas la fierté de tout le monde. Les raisons sont nombreuses et diverses. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau un jeune malien, doctorant à l'Université d'Ottawa, Dr Moussa Thiam. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Un plaisir. Bien, aujourd'hui, nous parlerons de la baisse de niveau des élèves. Avant d'entamer ce thème, nous allons commencer par une question qui s'adresse à vous. Qui est Moussa Thiam? Bonne question. Moi, je suis Moussa Thiam, originaire de Niro du Sahel, où j'ai fait mes études primaires jusqu'à la 9e année. Ensuite, je suis arrivé au lycée technique. Et ensuite, ça a commencé, la faculté des sciences et techniques du Mali, etc. etc. Et actuellement, je finis mon doctorat à l'Université d'Ottawa au Canada. Et je suis enseignant-chercheur à l'École normale d'enseignement technique et professionnel, où je donne les cours de génie civil et environnement. Impliqué dans beaucoup d'associations et d'organisations, je suis le premier ambassadeur du Next Einstein Forum pour le Mali. D'accord. Bienvenue sur ce plateau. C'est un honneur et un plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, nous parlons de la baisse de niveau des élèves. Il s'agit de l'école malienne. Première question, qu'est-ce que la baisse de niveau des élèves? Avant d'entamer ce thème qui me tient vraiment à cœur, il est à signaler qu'actuellement les élèves primaires, secondaires sont actuellement en grève et ça a pris tellement de temps. Je viens de Niro du Sahel où j'ai eu à passer une semaine avec mes jeunes frères. C'est très triste et j'espère que les acteurs impliqués trouveront une solution le plus tôt possible. On le souhaite plus profond de nous-mêmes sur Kalan. Alors, la baisse de niveau? En termes de baisse de niveau, quand on parle de baisse déjà, ça veut dire qu'on était à un certain niveau avant. Donc, de là, il y a une certaine diminution. Et la diminution, pour ce qui concerne le niveau à l'école, ça peut se mesurer avec plusieurs indicateurs, notamment le produit fini à l'école quand il termine, en termes de compétences, en termes de savoir-faire. Et malheureusement, c'est une triste réalité au Mali. De jour en jour, on ne voit que la diminution de niveau. Et j'espère que nous, acteurs et futurs cadres de ce pays-là, on va pouvoir nous impliquer pour pouvoir rehausser un peu. D'accord, on le souhaite. Deuxième question, quelles sont les raisons de la baisse de niveau des élèves? Vous venez d'affirmer qu'on était à un niveau, on est descendu plus bas. Quelles sont les raisons? Les raisons sont multiples, elles sont vraiment très nombreuses. Et d'abord, pour comprendre cela, il faut voir quels sont les acteurs impliqués dans le système éducatif. Ça commence d'abord par l'étudiant ou l'élève lui-même. Ensuite, il y a l'enseignant. Ensuite, il y a les parents d'élèves. Ensuite, il y a le système éducatif global du pays. Donc, qui aussi a des partenaires étrangers qui ont des exigences. Comment faire en sorte que l'ensemble de ces partenaires puissent ou acteurs agir ensemble pour avoir un produit fini à la hauteur du souhait. Donc, les causes sont nombreuses. Je me rappelle bien quand nous, on était au premier cycle, pour pouvoir passer, c'était 5 de moyenne minimum. Tu as 5 ou bien tu ne passes pas. Mais avant de quitter le second cycle, ils ont réduit la moyenne de passage à 4. Ensuite, pour le second cycle, ils l'ont amené à 9. Okay. Ensuite, là, c'était déjà quoi? Un premier problème, c'était que les bailleurs de fonds exigeaient à ce que les gens puissent avoir un certain quota pour pouvoir continuer à bénéficier des avantages qu'on les accordait. Ça, c'est déjà quelque chose que nous, à notre niveau, on ne maîtrise pas, mais que nos décideurs doivent pouvoir trouver des stratégies pour pouvoir... C'est vrai, on a besoin des appuis, mais comment utiliser ces appuis-là pour que demain, nos produits finis puissent être à la hauteur? Deuxième acteur impliqué, c'est l'État et les collectivités décentralisées. Ils ont amené l'école, on a décentralisé certaines choses. Malheureusement, les systèmes et les mécanismes mis en place n'ont pas été forcément à la hauteur. Et ce qui trouve que tu trouveras dans des établissements, triste réalité, quand on regarde le cas de Kenyaba, il y a 3 ans, on était là-bas pour la Semaine africaine des sciences. Pour tout le lycée, il y a un seul prof de physique-chimie. Plus de 1000 élèves. Comment on explique cela? Donc là, ça amène carrément, quelle que soit sa bonne volonté, ce jeune homme ne pouvait que donner le meilleur de lui-même. Mais avec 1000 élèves, ça ne peut pas suffire. Donc l'État, les collectivités décentralisées doivent faire en sorte d'avoir un environnement propice, mais surtout les outils et les ressources humaines à la hauteur de souhait pour pouvoir le faire. Quand on vient à Bamako, c'est une chose, mais quand on va dans les régions et autres, j'avoue qu'il y a des variabilités comme pas possible. Ensuite, je reviens maintenant aux acteurs principaux.
à savoir les parents d'élèves, l'élève et l'enseignant. Les enseignants, malheureusement, ils ne sont pas dans les conditions, mais on ne peut pas observer au Mali une année sans passer par des grèves des enseignants. Donc là aussi, ça perturbe le rythme de l'élève, ça perturbe le rythme du prof, mais surtout, ça ne permet pas d'avoir un environnement stable. Les parents d'élèves, il ne suffit pas d'envoyer un enfant à l'école, mais il faut aussi faire un suivi, non seulement à la maison, mais aussi se rassurer que ce qu'on est en train de faire à l'école répond aux besoins. Et malheureusement, à ce niveau, il y a beaucoup de démissions. Et il y a beaucoup d'autres comportements, surtout venant des parents d'élèves, qui, certains sont prêts à aller acheter des notes pour faire passer les enfants. Donc ça, à ce niveau, il y a beaucoup de mots, mais on doit se mettre en cause. Et enfin, je vais parler de l'élève lui-même. Il faut savoir pourquoi on va à l'école. Si on ne sait pas pourquoi on va à l'école, la mission ne peut, quelle que soit la bonne volonté des parents ou les moyens, etc., on ne pourra jamais atteindre l'objectif. Donc l'élève doit savoir pourquoi je vais à l'école. Et qu'est-ce que moi, en tant qu'élève, je dois faire? Quels sont mes devoirs? Quels sont mes droits? Et une fois qu'il fait une bonne balance de cela, avec une vision stratégique et le coaching de la famille et du maître en classe, il pourra savoir où aller et comment aller. Et à moyen terme, il va être ce produit-là qu'on veut avoir dans notre société et qui va être là pour assurer la relève des générations futures. D'accord. Merci beaucoup pour la clarté des questions et vous avez un peu piétiné sur la troisième question, le rôle des acteurs de l'éducation. Mais je voulais que vous parlez plus sur le rôle des parents. Vous avez cité les trois acteurs majeurs, l'élève, le parent, l'école. Mais le parent, est-ce que le parent de l'école malienne de votre temps est pareil que le parent d'élève d'aujourd'hui? J'avoue que c'est très différent. Parce qu'actuellement, les parents, surtout ceux qui sont au premier cycle, c'est des grands frères un peu plus âgés que nous ou notre génération. Et tel qu'on voit la vie et les réalités que nous vivons ne sont pas pareilles que pour nos parents. Quand nous on était à l'école et les générations avant nous, le maître était le modèle à suivre. Quand l'enfant est à l'école, ses parents, c'est vraiment les professeurs, les enseignants qui sont là-bas. Et ces enseignants faisaient en sorte d'être des modèles aussi pour ces enfants-là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'avec le temps actuel, on peut garantir que ces maîtres qui sont à l'école, pour la plupart, certains qui viennent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils viennent, c'est comme un choix de second plan pour enseigner, ils ne viennent pas par conviction. Quand moi j'étais là, mon prof, il n'y a rien à dire. Il a la volonté d'enseigner, il aime ce qu'il fait et avec ça, il peut amener beaucoup de générations à pouvoir rêver plus. Mais est-ce que moi, actuellement, jeune enseignant-chercheur, je ne pourrais pas garantir que tous les enseignants sont comme ça? Donc ça manque déjà un grand problème. Maintenant, de deux, pour ce qui concerne les parents d'élèves, il faut d'abord qu'on situe nos responsabilités. Il ne suffit pas d'envoyer l'élève à l'école seulement, mais il faut se rassurer que qui est en train d'enseigner nos enfants? Quel programme on est en train de faire? Et comment l'élève est en train d'assimiler? Est-ce que s'il y a un problème, c'est plus l'élève ou c'est le maître à mettre en cause? Mais malheureusement, pour notre cas actuellement dans la société, très peu de parents partent d'ailleurs voir à l'école ce qui se passe. Et quand l'enfant revient à la maison aussi, il ne se rassure pas de faire un suivi. Même s'ils font le suivi, soit le parent est trop occupé, soit il fait juste confiance à l'enfant, etc., etc. À la fin, qu'est-ce qu'on a remarqué? De génération en génération, les enfants sont en train de devenir très intelligents. Il y a l'Internet actuellement, l'informatique, ils peuvent falsifier les notes très facilement. Et là, le parent qui ne prend pas le temps de suivre l'enfant avec un peu plus de rigueur, il va juste dire « Ok, mon enfant il a 8 de moyenne, il a 18 de moyenne », alors qu'en réalité, il n'a rien. Et à la fin, on va découvrir que oui, on pensait que l'élève avait ça, mais il passait par des méthodes. Ok, d'accord. Le problème est connu, les responsabilités sont situées. Comment rehausser le niveau des élèves à l'école malienne? Wow. Ce sera une lourde tâche, mais ce n'est pas impossible, c'est bien faisable. Si on a la volonté, tout est possible. Donc d'abord, il faudra mettre en place l'environnement propice pour l'éducation des enfants. 2, mettre l'élève au centre de l'apprentissage. Si moi je veux une chose, en tant qu'élève, quelqu'un n'a pas besoin de me forcer pour pouvoir réussir. Donc ça, c'est le départ. L'environnement propice, mettre l'élève au centre de l'apprentissage. Si une fois cela compris, que chacun joue son rôle, s'il y a des défaillances, il faut agir. Il ne faut pas laisser
que ça s'aggrave. Et une fois qu'on a cela, il faudra aussi des rencontres de façon régulière pour mettre en cause qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché et comment on peut prendre des mesures pour l'avenir afin que nous puissions continuer progressivement de nous améliorer, mais réduire aussi l'impact des insuffisances. Donc là, avec cette méthode stratégique, on pourra aller de l'avant. Comment aussi essayer de trouver l'utilisation efficace et efficiente des ressources allouées à l'éducation, que ce soit ceux qui sont fournis par les bailleurs de fonds ou bien les partenaires étrangers. Donc, en essayant de voir ces éléments, on pourra mieux s'en sortir et essayer de rehausser le niveau. Ensuite, je reviens au cas des enseignants. Malheureusement, pour la grève intempestive, que ce soit l'enseignant ou l'AEM, l'AEM, c'est l'association, c'est un syndicat des élèves et étudiants. Comment faire en sorte qu'on puisse inculquer une autre éducation? Parce que c'est bien beau d'avoir une vision, d'avoir l'environnement, mais si les concernés ne s'y mettent pas, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Comment leur montrer que l'avenir, c'est d'abord eux et qu'il y a certaines méthodes qui ne sont pas forcément propices pour leur développement propre. Donc, il faudra des mentorats, il faudra faire aussi des coachings avec ces jeunes gens. Pour ce qui concerne les profs, je suis triste, mais c'est la triste réalité. Au Mali, ils ne sont pas bien payés et ça n'encourage pas. Donc, si tu n'es pas bien payé pendant que toi, tu es en classe, tu veux te donner à 300%, il y aura d'autres soucis. Et quand tu as ces soucis-là, ça ne te permettra pas d'être toi-même. Donc, si l'État peut faire un effort pour pouvoir amener ses enseignants dans les conditions meilleures, il ne faut pas seulement se limiter à Bamako. Et je le dis, c'est très triste, mais les régions, il faut vraiment y penser. Parce que, heureusement ou malheureusement, moi j'ai eu la chance d'être à Bamako, mais j'avais des grands frères qui étaient 50 fois plus intelligents que moi, mais ils ont fait minimum le bac 2 fois. Même père, même mère, même condition de famille. Si eux, ils n'ont pas pu réussir, ce n'est pas parce qu'ils sont idiots. Si moi j'ai pu réussir, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent qu'eux. C'est parce que l'environnement n'était pas propice. Donc il faut aussi penser à cela. Maintenant, pour ce qui concerne la relation syndicat-État, chaque année, les grèves intempestives, ça doit s'arrêter. Et pour que ça puisse s'arrêter, l'État doit avoir une vision stratégique et les syndicats aussi doivent savoir ce qu'ils veulent. Donc il faut une convention collective. Et quand on négocie la convention collective, ce n'est pas chaque année, ça doit être périodique. Quand cette année, on fait une convention collective et que vous avez pu avoir gain de cause pour vos doléances, on ne peut pas revenir dans 3 mois pour aussi renégocier. Réclamer les mêmes causes. Ou bien renégocier les clauses. Il faudra une période pour pouvoir mettre en œuvre, voir l'évolution et surtout faire des ajustements. Là, ça prend un certain temps et dans des pays qui sont vraiment sérieux en termes d'éducation, c'est ce qu'on fait. On peut donner 3 à 5 ans ou 2 à 7 ans, etc. etc. Et les syndicats dans différentes organisations et à différents niveaux doivent aussi avoir une synergie d'action. Et cette synergie d'action va nous permettre non seulement de réduire les impacts de nos différentes grèves, mais aussi à la sortie d'avoir des produits à la hauteur des souhaits. Mais surtout, que l'enseignant aussi soit évalué au Mali. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a des enseignants qui viennent en classe, qui doivent faire 90 heures, ils ne viennent que 30 heures. Et pendant les 30 heures, ce qu'ils disent dedans, dans le cours, je suis triste, mais c'est tout sauf ce qu'on leur demande. Il faudra aussi trouver des stratégies et des moyens pour pouvoir évaluer l'enseignant dans son travail et que ces évaluations soient prises en compte pour sa progression. Donc, je pense qu'avec ces quelques mesures, on pourra espérer avoir l'environnement propice, que l'élève soit déterminé, que l'enseignant soit dans les conditions qui soient respectées et que l'État joue pleinement son rôle. D'accord. Quelle solution pour une école compétitive au Mali? Parfait. Non, j'ai très bien compris la question et c'est une excellente question. Mais moi, je vais plutôt aborder dans un autre sens en disant que comment avoir l'école de nos besoins? D'accord. Quand on regarde le cas des universités au Mali, quand j'ai eu le bac en 2006, on avait minimum les 40 à 50% qui faisaient droit. Ou bien ils partent faire lettres modernes. C'est quoi concrètement les besoins pour le Mali? Donc pour la formation, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut mettre sur notre marché. Et pour cela, ce n'est pas que le prof ou l'étudiant, mais ça doit être une vision stratégique de l'éducation nationale. Donc, comment mettre en place d'abord ces filières-là et comment faire en sorte que les produits qui viennent de la base puissent continuer à la sortie et être ce qu'on veut. Actuellement, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, combien de personnes sont formées au Mali dans le secteur public? À part l'INI, l'INTP, je ne connais pas une autre école publique qui forme des ingénieurs télécommunications ou des masters.
Et là, par promotion, c'est maximum 40, 50. Multiplié par 2, c'est 100. Et Dieu sait que le besoin est là. Comment ne pas essayer de rehausser cela, le nombre? Plus de monde dans le domaine scientifique, ça permettra aussi d'avoir des produits à la sortie qui vont être compétitifs et qui peuvent aussi créer des business. Donc, essayez d'abord de voir quelles sont les filières qui répondent à nos besoins. Le Mali, c'est un pays très vaste. On a des terres en abondance. L'agriculture, l'agronomie, c'est d'abord adapter la formation aux besoins. Le cas palpable, c'est le nombre de littéraires qu'on forme après le bac. Quelles sont les stratégies pour avoir l'école de nos besoins? C'est d'abord faire en sorte d'avoir la formation adaptée aux besoins réels du pays, qui peut nous amener vers l'autosuffisance alimentaire d'abord, mais surtout nous permettre d'être à la hauteur des autres pays en termes de recherche-développement, mais surtout en termes d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc là, ça passe nécessairement par la mise en valeur de certains domaines scientifiques. Ensuite, pour ce qui concerne les produits finis, le cycle de formation, c'est pendant un temps. Quand on dit un semestre, c'est un nombre de cours spécifiques. Le nombre d'heures de cours magistraux et des cours travaux pratiques et des sorties de terrain doivent être respectés. Faire en sorte qu'on puisse avoir des mécanismes pour pouvoir cadrer tout ça dans l'environnement propice. Booster les partenaires, surtout les syndicats et l'État à respecter les engagements. Mettre en place aussi des mécanismes qui vont nous permettre de faire ces suivis et agir quand il le faut pour limiter les dérapages, ne pas attendre que l'hémorragie soit très grave. D'accord. Alors, nous sommes à la toute dernière question. Quel est votre message à l'endroit des jeunes Maliens? Waouh! Jeunes Maliens, y compris moi-même, la première des choses, c'est savoir ce qu'on veut. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, définir maintenant nos méthodes pour pouvoir y arriver. Et ces méthodes, ça passe par plusieurs choses, plusieurs étapes. On peut vouloir une chose, on n'a pas les moyens. Ça, c'est le plan A. Si on n'a pas le plan A, il faut essayer d'être flexible, trouver d'autres stratégies pour aller. À défaut du lait de maman, il faut se contenter de grammaire. Donc, quand on est conscient que c'est à nous d'abord que le travail principal revient, ça veut dire déjà qu'on est bon. Deuxième chose, aller au-delà de sa zone de confort. Le Malien, nous jeunes, très souvent on se limite. Quand on prend le cas classique des formations à l'université, ils terminent, ils peuvent faire 10 ans ou 5 ans assis à la maison et disent que j'attends un concours ou bien j'attends une opportunité. Souvent, il faut aller vers l'opportunité, il faut taper, forcer les portes. Quand tu es à l'école, tu ne dois pas attendre de finir pour trouver ton premier emploi. Pendant que tu es en première année, cherche du bénévolat, fais du stage dans ton domaine. Quitte à ne pas chercher l'argent, mais quand même s'il faut aller une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ça te permettra d'avoir quoi? La connaissance et le contact. Quand tu as la connaissance et le contact, les portes vont s'ouvrir. Et maintenant, le reste, ton savoir-faire, ta discipline, ta rigueur dans le travail, si les gens le connaissent, ce n'est pas à toi d'aller chercher. Ils vont venir vers toi. Donc là, il faut que les jeunes aient cette mentalité, ne pas s'asseoir à chaque fois, attendre, mais aller vers ça. Donc quand on parvient à changer certaines mentalités, surtout que les enseignants ou les parents d'élèves aussi s'impliquent pour leur dire que tout n'est pas facile. Mais quand on sait se battre, on va toujours atteindre nos objectifs. Donc le message clair, c'est avoir une vision, une détermination. Avec la vision et la détermination, il n'y a aucun problème, on va arriver à réaliser nos rêves. Ça peut prendre le temps, il faut avoir la méthode, la flexibilité et surtout la patience. Quand tu as ça, avec la persévérance, il n'y a absolument rien à dire. Les portes s'ouvriront et tu réaliseras tes rêves. D'accord. Merci beaucoup pour la clarté apportée aux questions. Nous sommes à la fin de cette émission. Et c'était émission Kalan. Nous avons reçu sur le plateau aujourd'hui Moussa Thiam, doctorant à l'Université d'Ottawa. Le thème de ce numéro était la baisse de niveau des élèves. Kalan, c'est votre émission de débat et d'information sur l'éducation éducative et scolaire. Nous vous disons merci et à la prochaine.